Et si on repensait complètement notre État? Aujourd'hui, on va décortiquer un projet qui s'appelle Révolu droit. Et le mot est bien choisi, parce que l'idée c'est tout changer. La politique, la justice et même l'économie. C'est une vision assez radicale et on va voir ensemble ce qu'elle propose. Voilà la question qui est vraiment au cœur du projet. Prenez une seconde pour y penser. Un État sans Parlement, sans parti politique, sans banque centrale, toutes les grandes institutions qu'on connaît, pouf, disparues. C'est vraiment à partir de cette page blanche que le projet Révolu droit commence à se construire. Alors, voilà comment on va avancer. On va d'abord regarder la philosophie derrière tout ça. Ensuite, on verra la structure politique, le système de loi, puis le modèle économique, et on terminera avec la vision de la société que ça implique. Bon, on entre dans le vif du sujet. Et attention, ici, on ne parle pas de petites réformes ou d'ajustements. Non, l'idée, c'est de repartir de zéro avec une philosophie complètement différente sur ce que doit être le rôle de l'État. Le concept central, c'est celui de méritocratie élective. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, fini les partis politiques, les dirigeants seraient élus directement par le peuple, mais uniquement sur la base de leurs compétences réelles et de leurs réalisations passées. En gros, c'est un peu comme si on votait pour le meilleur CV, mais un CV qui aurait été vérifié bien sûr. Toute cette vision repose sur 4 grands principes. Le premier, l'État n'a qu'un seul et unique but, le bien commun. Pour y arriver, le projet suggère de mettre fin aux décisions basées sur l'idéologie, de toujours chercher le juste équilibre entre l'individu et la communauté, et enfin de décentraliser au maximum le pouvoir pour le rapprocher des gens. Ok, maintenant, comment est-ce que cette philosophie se traduit dans les faits, dans la structure de l'État? C'est là qu'on commence à voir des institutions qu'on pensait intouchables tout simplement disparaître. Le pouvoir exécutif serait simplifié à l'extrême. Tenez-vous bien, le gouvernement ne serait composé que de 5 ministres. C'est tout. 5 personnes pour diriger le pays. Et qui sont ces 5 ministres? Alors certains rôles sont assez surprenants. Le premier serait chargé de faire le droit, pas selon une idéologie, mais en se basant sur les principes du droit naturel. Ensuite, on a des postes plus classiques, comme la justice ou les finances, mais avec des périmètres bien définis. Et un dernier, assez original, le ministre de la langue française, qui s'occuperait à la fois de l'éducation et des statistiques nationales. Alors comment on devient ministre dans ce système? Le processus se déroule en 3 temps. D'abord, seuls des candidats avec des compétences avérées peuvent se présenter. Ensuite, ils sont élus directement par tout le monde. Et enfin, et c'est un point absolument crucial, leur pouvoir est encadré par un principe de responsabilité extrêmement strict. Et ce fameux principe, c'est le mandat impératif. Oubliez les promesses électorales qui n'engagent que ceux qui y croient. Ici, c'est un véritable contrat. L'élu a l'obligation légale, je dis bien légale, de suivre la mission que les électeurs lui ont confiée. S'il s'en écarte, il doit démissionner. C'est l'idée d'un contrôle citoyen direct et permanent. Bon, on a vu la politique. Passons maintenant à la justice. Là encore, le projet propose une refonte totale de notre système juridique, en l'ancrant dans ce qu'il appelle une loi supérieure, le droit naturel. C'est un vrai basculement philosophique. Aujourd'hui, on est globalement dans le positivisme juridique. Une loi est valide si elle a été votée en suivant la bonne procédure. Le projet propose de passer au réalisme juridique. Une loi n'est valide que si et seulement si elle produit un résultat qui est juste. C'est donc la finalité, la justice avec un grand J qui compte et pas seulement la forme. Et ça donne une toute nouvelle hiérarchie des lois. Tout en haut, au sommet, on aurait le droit naturel qui pose les grands principes de justice et de vérité. Juste en dessous, on trouverait le droit commun, comme les codes civils et pénals qu'on connaît, et tout à la base, les réglementations du quotidien, qui pourraient d'ailleurs venir directement de groupes de citoyens. Passons au 3e grand chantier, l'économie. Dans cette vision, l'économie n'est plus une fin en soi. Elle redevient ce que l'aurait peut-être toujours dû être, un simple outil au service de l'intérêt général. Prenons la fiscalité. L'idée est radicale. Son seul et unique rôle serait de réguler la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, c'est tout. Fini la complexité, les niches fiscales, les impôts pour essayer d'orienter nos comportements. Et dans la même logique de simplification et de clarification, la banque centrale est supprimée. La raison invoquée? Mettre fin à ce qui est perçu comme un conflit d'intérêts majeur. Avoir une institution qui est à la fois l'arbitre de la monnaie et en même temps un joueur important dans l'économie. Même le monde de l'entreprise serait complètement repensé. Il n'y aurait plus qu'un seul modèle standardisé avec des règles très claires, une transparence totale sur qui possède quoi, une obligation d'avoir un vrai ancrage sur le territoire et une mission élargie. L'entreprise devrait servir la communauté et pas seulement les intérêts de ses actionnaires. On arrive au dernier point. Au final, quel genre de société est-ce que ce projet dessine? Eh bien, il propose de repenser notre rapport au travail, mais aussi notre rapport à la connaissance elle-même. L'idée serait de passer du concept de travail à celui d'activité. La protection sociale, elle, ne serait plus gérée par un État central, mais directement au niveau local, par des groupes de proximité.
L'objectif ultime serait de dépasser l'opposition un peu stérile entre employeurs et employés pour trouver une sorte d'osmose, une convergence des intérêts. Sur le plan du savoir, le projet prône une vraie rupture avec l'hyperspécialisation actuelle. Il s'agirait de décloisonner les disciplines, de faire dialoguer les sciences humaines et les sciences exactes, et de garantir un accès permanent aux sources pour que chacun puisse se forger un esprit critique plus complet et plus autonome. Et au fond, tout ça repose sur cette définition de la personne humaine. Une personne, c'est un corps, un esprit et une conscience. Et ça implique que sa dignité passe bien sûr par la liberté de ses choix, mais aussi, et c'est tout aussi important, par la pleine responsabilité de ses actes. Voilà, si on devait résumer ce projet en quelques points, on pourrait dire qu'il repose sur 4 grands piliers. 1. Une méritocratie élective pour choisir les meilleurs. 2. Une décentralisation massive pour rapprocher le pouvoir des citoyens. 3. La responsabilité permanente des élus grâce au mandat impératif. Et 4. Un État central réduit à ses missions essentielles, mais très fort sur ses missions. On termine donc sur cette question, qui reste bien sûr ouverte. On a là un projet très structuré, très détaillé, qui offre une alternative complète à notre système actuel. Alors, est-ce que c'est une feuille de route vers une société plus juste, ou est-ce que c'est une utopie radicale et peut-être irréalisable? Le débat est ouvert. Merci d'avoir exploré cette proposition avec nous.